Pour la synthèse de cette table ronde intitulée Innovation au service des seniors et du projet du pôle Vivalab, nous retrouvons Mélissa Petit, docteur en sociologie, spécialiste de la Silver Economy, et Jean-Manuel Cupic, directeur adjoint de l'OCIRP. Ce que je trouve intéressant, et ce que vous redonnez, c'est que l'innovation, c'est pas que l'innovation numérique, c'est aussi une innovation organisationnelle, de service, humaine, même culturelle, et c'est particulièrement important, surtout quand on parle par exemple de prévention, de pouvoir innover. Mais j'ai noté deux éléments principaux. Le premier, c'est le nécessaire point de départ de se dire qu'entre les institutions, on a besoin que vous vous coordonniez à un niveau national et à un niveau local, et à un niveau local qui est des allers-retours. Un besoin de coordonner, un besoin de mailler, mais aussi un besoin de prescription d'une certaine manière. Et peut-être que Vivalab demain ne sera pas qu'un site, mais aussi sera un lieu physique, au même titre que ce que vous disiez sur le Nord. Et c'est aussi, je dirais, un point de départ, cette coordination des acteurs pour optimiser aussi la profusion de l'offre existante aujourd'hui. Il y a un besoin, et c'est mon deuxième élément, de parcours de l'offre. Bien évidemment, le point de départ, c'est les besoins des individus, leurs attentes, leurs usages. Mais ce qui m'étonne, c'est que pour moi, la MSA, la CARSAT, etc., la CNAF, tous ces acteurs sont quand même en veille permanente, ou en tous les cas, me semble-t-il, de ces usages et de ces attentes des individus, de leurs besoins d'aujourd'hui et de demain, parce que vous avez foison des utilisateurs aussi. Et que, bien évidemment, les startups qui arrivent, les associations, etc., en tous les cas, toutes les offres ont besoin aussi de ces remontées de terrain que vous avez. Et dans ce parcours de l'offre, bien sûr, donc comme je disais, le point de départ, c'est les besoins et les usages, mais c'est aussi comment on accompagne les startups, comment on leur donne les connaissances, comment on leur fait accéder aux connaissances, en fait, aux études qui existent déjà, parce qu'il y a aussi profusion d'études scientifiques ou d'évaluation d'autres offres, des offres qui n'ont peut-être pas fonctionné, comprendre les freins pour ne pas repartir sur rien, mais vraiment rebâtir des offres sur des connaissances existantes qu'on a. C'est juste toujours comment on fait pour fédérer ces sujets-là. Donc comment on facilite l'accès aux connaissances, aux évaluations, comment on rend lisible ensuite et visible les actions qu'on aura portées auprès des individus qui seront les utilisateurs de demain, ou voire les prescripteurs ou les conseillers, parce qu'on sait aussi très bien que ceux qui achètent ne sont pas forcément ceux qui utilisent. Et me semble-t-il, c'est aussi savoir dire non. Savoir dire vraiment quand un projet ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il a été soulevé la question de la téléassistance, de ces outils qui sont parfois mis sur juste la table de chevet, et il y a profusion d'offres de téléassistance. Mais c'est parfois dire que cette profusion ne marche peut-être pas et que demain on ne voudra pas des offres dédiées, mais qu'on utilisera peut-être tous une Apple Watch qui a une application pour les chutes, parce qu'en fait, certaines offres ne voudront pas être dédiées et stigmatisées pour les plus âgés, mais seront des offres pour tout le monde, parce que de toute façon, les offres les utilisateurs de demain du numérique sont les 60-70 ans qui sont beaucoup plus utilisés, des utilisateurs beaucoup plus développés que les générations d'après. Mais en fait, ce que je dis juste, c'est alors je ne fais pas de stéréotypes sur la téléassistance, mais de manière générale, quand on sait qu'un dispositif ne fonctionne pas, savoir l'arrêter ou savoir le faire pivoter. Et donc pour ça, on a besoin d'évaluation. Et peut-être pas toujours que de l'évaluation en termes d'objectivité, de santé, mais aussi, comme l'a dit Benoît Fagnoux de Kipling, il y a le lien social. L'utilisation de l'activité physique et sportive, elle se fait aussi sur de l'évaluation, sûrement en termes de lien social, de bien-être, de rapport au corps différent, de diététique, de rendez-vous santé, peut-être qui augmente, qu'on va prendre parce qu'on a échangé avec les autres. Et donc, je pense que c'est nécessaire de s'ouvrir dans l'évaluation aussi sur d'autres éléments. Rapidement. Jean-Manuel. Écoutez, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant vos projets. Sur celui de le premier plus de pas, vous évoquez quelque chose, c'est le souci de soi d'une certaine façon et le bien-être. En réalité, notre société du vieillissement ou de la longévité, peu importe comment on va l'appeler, vous voyez bien qu'entre vieillissement et longévité, c'est pas tout à fait la même chose,
on est dans une démographie qui est irréversible. Vous savez, en 2015, l'INSEE a dit le poids des juniors, c'est 24,2% de la population, et le poids des seniors, et je commence à 60 ans, et vous voyez, à 60 ans, je suis gentil parce que la société française commence bien avant sur les seniors, c'est 24,8%. Et ça, c'est irréversible, ce qui veut dire qu'on rentre dans une société où on aura toujours plus de seniors par rapport à des juniors. Et le vrai problème de fond, c'est est-ce qu'on aura un conflit de génération ? Alors personne ne veut le voir, ce sujet-là, aujourd'hui, parce que c'est pas l'objet même de ce colloque, mais néanmoins, les seniors aujourd'hui, c'est la place qu'ils ont dans notre société et qu'ils auront encore plus demain. Je laisse de côté les aspects économiques. Et néanmoins, et je trouve que c'est intéressant, sur ce sujet d'activité, de prévention, de parler effectivement du souci de soi, parce que c'est deux choses. La société du vieillissement, c'est du collectif, mais le souci de soi, c'est l'individuel. Et vous avez raison sur l'aspect du dentifrice, je trouve que c'est très très bien, activité physique, 30 minutes, c'est comme le dentifrice, c'est tous les jours, ça je pense que c'est une très belle parabole, si je pouvais m'exprimer ainsi. Sur le deuxième projet, sur Vivalable, vous évoquez la silver economy. Alors la silver economy, Michel Delaunay, je vais retrouver mes mots, n'est pas là aujourd'hui, mais elle avait lancé en 2013 la filière silver economy avec Montebourg, sur le fait de créer des entreprises, des ETI, vous savez, des entreprises de taille intermédiaire, pour leur permettre de passer d'une petite entreprise à une grosse entreprise qui sont des majeurs, en disant si ça marche, ça fait 0,25 points de croissance pour la France. Ce sujet-là aujourd'hui existe. Il y a un fonds, ça s'appelle le fonds SISA, SISA de la Caisse des dépôts. Sauf qu'aujourd'hui, il y a 10 projets qui existent. Autour de la table, et au premier rang, on est tous financeurs de ce fonds SISA qui a été créé. Il ne fonctionne pas véritablement. Pourquoi ? Parce que le seuil d'entrée, il faut 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et à moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous ne rentrez pas dans le financement du fonds SISA. Et donc, ce que vous évoquez, vous, les startups, que je traduirais par jeune pousse, je trouve que c'est plus drôle de parler de jeune pousse que de start-up, ça fait, il y a un côté, on voit bien croître, vous voyez, je dirais, ces entreprises. Aujourd'hui, on a un vrai problème et c'est un défi, et on a tellement de start-up, c'est qu'on se dit, mais comment on va, et c'est ce que disait Mélissa Petit, c'est dire, faut savoir aussi tuer les projets. Et ça, on ne sait pas forcément le faire. Parce qu'on se dit, mais ça, on a toujours le meilleur projet. Et je vais vous donner un exemple qui est authentique. Vous savez qu'il y avait un robot qui s'appelait Nao, et ce robot, il a été conçu par une entreprise française qui s'appelait Aldébaran. Et Aldébaran a fait un robot qui faisait 70 cm de haut, qui pouvait répondre à tous les besoins des personnes âgées. Hormis le fait que ça coûtait 6 000 €. Donc vous voyez, le seuil, il fallait quand même avoir les moyens de l'acheter. Ce robot, ceux qui l'ont conçu ont trouvé que c'était génial, mais si vous voyez, il n'y avait pas la demande. Parce que là, à 6 000 €, vous ne le financez pas. Eh bien, il a fini comme répétiteur pour enfants autistes, d'accord ? Parce que le robot, il était cool, et donc il ne se fâchait jamais. Donc l'enfant autiste, il apprenait. C'est les méthodes américaines, vous voyez. Et ça a été tellement loin, c'est qu'aujourd'hui, la société Aldébaran, qui était une société, un fleuron français, est devenue japonaise, parce que c'est les Japonais qui l'ont racheté. Et on voit bien que la technologie en la matière, il faut faire très attention, c'est qu'il faut, on a des bonnes idées, mais il faut que sur ces bonnes idées, ça soit accompagné. Et donc, je vous rappelle que Silver Valley gère aujourd'hui 3000 projets, la Silver Economy à Ivry-sur-Seine, et qui sont un des leaders nationaux là-dessus sur, je dirais, ces startups. Et je pense que la vraie raison que vous avez sur cette progression, c'est que vous travaillez ensemble. Il faut travailler ensemble parce qu'ensemble, on est plus fort.